tu pognes à peu près le module le plus philo de la session. C'est pour ça que c'est à cette plage horaire-là que j'étais venu pour enregistrer. Ben excellent, fait que c'est ça qu'on va faire ensemble, fait qu'on on va enregistrer. En fait, ça enregistre déjà là. Bonjour groupe, bienvenue à vous. Comment allez-vous cette semaine? Bon retour de semaine de lecture. J'espère que vous en avez profité pour vous reposer un peu. Écoutez, avant de sauter directement dans le contenu, de reprendre notre session du bon pied, j'ai une surprise pour vous. Vous vous souvenez que j'avais lancé l'invitation là, juste avant la semaine de lecture. J'avais demandé est-ce qu'il y en a qui seraient assez courageux pour venir ici en studio à mon bureau, puis j'ai un étudiant qui a accepté de venir me enregistrer avec moi. Donc, je suis plus tout seul dans ma tour d'ivoire. Cyril Fraser Laflamme est là. Comment ça va, Cyril? Ça va bien, vous? Ben oui, très bien. Content de t'avoir ici avec moi. T'es dans quel programme? Biochimie. Quoi ça ressemble, le programme de biochimie? Concrètement, je dirais que C'est un gros programme? Pas un très gros programme, non. On n'est pas énormément Peut-être d'élèves. combien à peu près? On est, donner un chiffre conservateur, là, je dirais qu'on est environ 12 dans la cohorte cette année. Bon, donc c'est une belle petite dynamique à 12. Ouais, belle petite dynamique de groupe. Puis, qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Pourquoi de la biochimie? Je trouve que c'est intéressant parce que ça étudie le vivant, fait que tout l'aspect biologique, mais à l'échelle chimique. Fait que c'est un peu plus poussé, fait qu'on étudie vraiment tout ce qui est vivant, mais la cause en soi, fait que les protéines, l'ADN, les effets de l'ADN sur les protéines, ainsi de suite. J'avais commencé en enseignement des sciences à la base, puis j'ai fait le saut vers biochimie justement parce que j'avais pas de temps de trouver mon créneau que ça en enseignement, fait que j'ai fait le saut, puis je suis très content d'avoir fait ce changement. Très belle idée. Nous autres, en philosophie, on aime dire, là, on aime mettre les disciplines dans l'ordre suivant. Mais pour comprendre le vivant, faut des connaissances en biologie. Connaissances en biologie, ça prend des connaissances en biochimie, après ça en chimie. Comprendre la chimie, tu as besoin des petites notions de physique. Puis, si tu veux comprendre la physique, pour comprendre la physique, tu as besoin de la philo, éventuellement. Parce que, de maths, puis éventuellement de la philo. Fait que, ultimement, au-dessus de tout ça, là, il y a des gens qui jonglent avec les concepts. Là, c'est de l'épistémologie un peu. Là, on est plus dans l'éthique pendant la session, mais j'aime bien les replacer dans cet ordre-là. Tu t'arrivais de Lévis ce matin, tu me dis? Ouais, dans Bellechasse, là, c'est un petit peu après Lévis. Puis, t'écoutes-tu tes podcasts dans l'auto? Oui, j'écoute les podcasts dans l'auto. Je les écoute aussi chez moi en faisant autre chose, mais... Faisant la vaisselle, non? Non, dans la vaisselle. Je vous imagine en train de faire la vaisselle. Là. Je suis chez mes parents, fait que le lave-vaisselle s'en occupe pour moi. Bon, faut au moins mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. C'est ça que je dis à mes gars. On rentrera pas dans cette discussion-là. Salutations d'ailleurs, j'avais pris en note Audrey Chouinard qui écoute le podcast sur son vélo stationnaire. Ben oui. Deux souffrances en même temps. écoutez le prof puis brûler des calories, pourquoi pas. D'ailleurs, vous, étudiantes, d'où écoutez-vous ce podcast? Écrivez-moi. Tiens, ça va être notre indice de la semaine. OK, l'indice de la semaine, ça va être de me dire où, quand et comment vous écoutez votre podcast préféré du cours Éthique et professionnalisme. OK, module 7. On commence, Cyril. Dans ce podcast, dans ce module, on va faire du droit puis la philosophie. C'est là qu'on est rendu. Écoute, on est rendu à semaine 7. Il faut commencer à en faire de la philo. J'ai quelques modules où c'est un petit peu plus philo des sciences. Il y a des notions importantes qu'on va voir dans ce module-ci. Responsabilité. Donc, le terme responsabilité, pas le choix de plonger en philo. Puis le terme jugement. Jugement, c'est un bon terme bien exploré en philo. Là, fait qu'on va s'enligner dans ces zones-là. T'es prêt? Ça te fait pas trop peur? Je suis prêt. Let's go. On va commencer par la notion de responsabilité. Donc, c'est quoi que ça veut dire être responsable?
C'est quoi que ça veut dire être responsable, Cyril? Responsable. Responsable, je dirais que ça veut dire de... Ta mère t'a dit « Sois responsable, Cyril ». Qu'est-ce qu'elle veut dire? prendre en charge ce qui te revient. C'est-à-dire que si tu as quelque chose à faire, de par le rôle que tu as dans un endroit, ben, il faut que tu le fasses parce que c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Donc, tu aurais des obligations, tu aurais des devoirs. C'est un premier sens. On va en voir deux. Tu en as fait un sur deux. Puis si je te dis, qui est responsable de l'effondrement de ce viaduc? Donc ça, c'est un autre sens, on va le voir. C'est un sens rétrospectif, puis on se lance dans cette direction-là. T'es pas mal. Ah, puis pour réfléchir à... J'aime ça, si t'as posé, je vais le faire là, pendant le podcast, des questions fortes et riches comme ça, là, puis voir tes yeux qui me regardent. Hey, ouais, c'est fort, là, t'as peu, là. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Là. Puis pour réfléchir à responsabilité, ben on va commencer, puis je vais le faire aussi en classe avec une belle phrase qu'on connaît tous et toutes, inspirée du grand philosophe qu'est Ben Parker. Est-ce que tu connais Ben Parker? C'est l'oncle de Spider-Man. C'est ça. J'ai essayé de te piéger. Je me suis dit, il va penser que c'est un philosophe. Mais oui, c'est l'oncle de Spider-Man. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Ça, c'est un classique. Mais en même temps, Peter, il reçoit le même genre de conseil que je t'ai fait tantôt. Son oncle lui dit, sois responsable. Hein, tu as un grand pouvoir, puis sois responsable. Puis, c'est une question c'est pas une question, mais c'est un thème qui va guider Peter, mais essayer d'être responsable. Puis, être responsable, c'est quoi? Ben, c'est faire ce que mon oncle aurait espéré que je fasse. Puis ça, c'est pas... Tu vois, dans la circularité, ça ressemble un petit peu... On avait vu de l'éthique de la vertu là, au début de la session, c'est exactement ça. Qui incarne la responsabilité? C'est son oncle. Puis être responsable pour Peter, c'est essayer d'agir comme aurait aimé agir son oncle Ben. Donc ça, c'est ça, là, la responsabilité pour lui. Mais ça, c'est une explication plutôt inspirée de l'éthique de la vertu, mais ça ne nous dit pas encore c'est quoi exactement la responsabilité. Sinon, cette circularité-là, c'est la beauté de l'éthique de la vertu. Là, c'est inspirant, mais ça donne pas des guides clairs. On va y arriver un peu plus tard. Puis l'autre, dans la phrase en question, il y a le terme pouvoir. Donc, un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Puis ça, le terme pouvoir, il est souvent associé au terme responsabilité. Puis toi, ce serait quoi? On voit bien pour Spider-Man. Là. Spider-Man, son pouvoir, c'est... Ben écoute, il y a un Spider-Sense, puis il est bon, puis il se promène avec des fils d'araignées entre les buildings. Donc ça, c'est un grand pouvoir. Mais toi, si on parle de la responsabilité en sciences et génie, éventuellement, ton pouvoir, ce serait quoi? As-tu du pouvoir? Ben, sans avoir nécessairement du pouvoir, je dirais que en ayant fait plusieurs années en étudiant une discipline en particulier, je pense que le pouvoir qu'on pourrait dire qu'on a, c'est des connaissances plus approfondies sur un certain sujet. Je dirais que en vertu de ça, nos responsabilités, ce serait de mettre à profit ces connaissances-là et ces habiletés-là. Parfait. Parfaite réponse. En tout cas, du moins, très aligné avec ce que j'ai envie de te raconter. Mais exactement, pour vous, hein, la notion de pouvoir, elle est associée à la notion de connaissance. Donc, knowledge is power. En philosophie, c'est quelque chose de bien compris puis de bien exploité. On le voit aussi dans la culture populaire. Dans Game of Thrones, il y avait le personnage de Littlefinger là, qui contrôlait un petit peu tout, mais qui contrôlait le savoir. Prominent families often forget a simple truth. I've found. And which truth is that? Knowledge is power. Puis c'est une phrase qui se plaisait à dire. Là. Knowledge is power, mais dans un monde politique, d'avoir des connaissances puis des personnes qui sont impliquées un peu partout, puis son petit réseau, là, c'est important. Puis pour vous, c'est votre réseau de connaissances. Donc, j'ai un pouvoir. Pour vous, ça peut ressembler un petit peu à ça. La notion de pouvoir, habituellement, on la définit comme une capacité d'agir accrue. Donc, dans votre cas, ben, vous pouvez faire et transformer bien des choses en sciences et génie. Là. En biochimie, ben, c'est contrôler la matière, contrôler le vivant. C'en est un pouvoir. Là. Puis on peut faire bien des bonheurs et bien des malheurs avec ce pouvoir-là
ce pouvoir de contrôle sur le vivant. Donc, je vous invite à réfléchir à vos propres capacités d'agir accrues. C'est quoi vos connaissances dans vos champs respectifs? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis une fois que vous avez admis ce pouvoir, mais la responsabilité sera à la hauteur de ce pouvoir. On s'entend que si on a des pouvoirs super héroïques, ben la responsabilité est très grande. Mais dans votre cas, le fait de maîtriser une certaine forme de savoir, une certaine forme de pouvoir agir accru, ben ça accroît la responsabilité. C'est comme ça que je vous propose de faire l'équation. Puis on n'a pas encore défini le terme responsabilité. Donc je le disais un peu plus tôt, il y a deux formes de responsabilité. La responsabilité rétrospective, donc là je regarde en arrière ce que j'ai accompli, je regarde dans mon rétroviseur, puis je suis responsable des actes accomplis dans le passé. Il y a la notion d'imputabilité qui est souvent accompagnée à ça. Je suis imputable, donc je suis responsable. C'est souvent utilisé comme synonyme, là. On peut me pointer du doigt, puis c'est toi qui es coupable des gestes que tu as posés dans le passé. Puis responsabilité, c'est un des sens. C'est pas le premier sens que tu avais identifié. Toi, tu avais identifié responsabilité prospective. Donc, j'ai des devoirs. J'ai encore rien fait que déjà, on me dit responsable de quelque chose, de poser des gestes. Il y a des attentes à mon endroit, puis ça, c'est devant moi. Puis ça, c'est le deuxième sens de responsabilité. On va prendre le temps de les définir comme il faut. Donc, responsabilité rétrospective, je le disais un peu plus tôt, puis l'exemple que je t'avais donné, c'est je suis responsable. Qui est responsable de l'effondrement ou de l'effritement de ce pont, par exemple? Ben, c'est pas moi, c'est la nature. Oui, mais est-ce que ça aurait pas pu être conçu différemment? Puis quand on essaie de trouver des personnes responsables, des fois, c'est ce premier sens-là, là. Des personnes qui sont imputables, des personnes qui vont dire « c'est de ma faute ». Ça tient, c'est de ma faute, c'est bon, c'est de ma faute. Ça va pas bien, c'est de ma faute aussi. Donc ça, c'est le premier sens, le sens rétrospectif, je le disais. S'il y a une erreur, s'il y a un geste maladroit qui a été commis, ben dans la culture morale populaire, on souhaite avoir quelqu'un qui sera responsable, qui répondera, c'est ce que ça veut dire, qui répondra des gestes commis. Donc ça, c'est le premier sens. Dans le module 7, on va voir la responsabilité rétrospective, c'est souvent une notion qui est invoquée en droit. Donc en droit, là, quand on parle de responsabilité criminelle, responsabilité civile, ben c'est de ce type de responsabilité-là là, qu'on invoque. Là. Alors, on cherche des personnes qui vont répondre de gestes malheureux, puis en responsabilité criminelle, c'est ça. Tu as tué quelqu'un, tu as blessé quelqu'un, tu vas répondre devant des tribunaux de tes gestes. Responsabilité civile, là, on va répondre des dommages qu'on a causés. On ne mettra pas en prison, mais c'est toi qui vas payer pour les dommages que tu as causés. Il y a eu des retards, il y a eu un bris de contrat, ben, il y a des dommages qui sont associés à ça. En responsabilité civile, c'est comme ça qu'on va le... Mais c'est toujours la même forme de responsabilité. Je regarde derrière, je me retrouve devant des tribunaux, puis on va démontrer qu'il y a eu des dommages. Il y a eu des gestes qui ont été commis dans le passé, puis on cherche quelqu'un d'imputable. On cherche quelqu'un, et là, je te pointe du doigt. Toi, t'as vu mon doigt. Les étudiants ne le voient pas. Puis ça, c'est le premier sens. C'est le sens rétrospectif. Le deuxième sens, je le disais, c'est le sens prospectif. La responsabilité prospective, elle est centrée. Comme tu le disais, j'ai des devoirs et obligations. C'est devant moi. Puis pour Hans Jonas, as-tu déjà lu Hans Jonas? Le principe de responsabilité. Non, j'ai jamais lu ça. Ben, t'es pas le seul. Il y en a pas beaucoup qui lisent Hans Jonas, mais c'est un philosophe assez moderne là, où on a exploré des ouvrages entiers sur le terme responsabilité, là, mais on va regarder l'essence, si tu permets. Hans Jonas, puis quand il décrivait la responsabilité prospective, on disait la responsabilité prospective, c'est centré sur un objet devant moi qui exige certaines actions. Donc ça, c'est une façon très abstraite de le définir, là, mais ça ressemble à ce que tu disais tantôt, là. On s'attend de moi à ce que je pose certains gestes. J'ai des devoirs et obligations. Puis l'objet en question, dans Jonas, dans votre cas, ça pourrait être le public. Hein? Dans l'exercice de votre profession,
le public a des attentes envers vous, puis parce que vous êtes là pour protéger le public, il y a des devoirs et obligations. C'est clairement une inspiration directe là, de la responsabilité prospective. Donc, pour vous, ce sera la protection du public. Puis c'est ce que ça veut dire. Hein. J'ai encore rien fait. Déjà devant moi, je dois poser un geste. J'ai des devoirs et obligations. Ce type de responsabilité-là, on le voit chez dans la chevalerie, par exemple. Tu sais, quand on voit l'iconographie du chevalier. T'as-tu écouté la dernière série de Game of Thrones, de The Knight of the Seven Kingdoms? Non, j'ai pas regardé. T'as-tu déjà écouté Game of Thrones? J'ai lu et écouté Game of Thrones, oui. Ben, si tu veux lire cette histoire-là, c'est l'histoire de Duncan Egg. Les premières nouvelles que George R.R. Martin, qui a un nom quand même difficile à dire à cette heure-ci, mais ses premières histoires de Game of Thrones, c'est justement cette histoire-là d'un chevalier errant qui se promène sur la route, puis qui essaie de se définir comme chevalier, qui essaie de se trouver comme chevalier, puis qui va éventuellement inspirer tous les autres chevaliers des 7 kingdoms. Là. Donc lui, tranquillement, il se cherche. Puis dans la chevalerie, il y a ça. Je suis responsable de qui? Puis pour les chevaliers, c'est responsable du faible, de l'innocent. Ça ressemble à la responsabilité publique. Là. Je suis responsable de ceux qui n'ont pas mon pouvoir, qui n'ont pas mes connaissances. Puis ça s'inscrit directement dans l'esprit de la responsabilité prospective. Donc, il y a quelque chose dans le futur, il y a quelque chose qui dépend de moi, j'en suis responsable. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ouais, tout à fait. Il y a la responsabilité parentale, qui est exactement de la responsabilité prospective. Je suis responsable de cet enfant-là. Je viens de l'avoir, j'ai encore rien fait, mais il y a des attentes à mon endroit. La société a des attentes à mon endroit du fait que je suis un parent. Donc ça, c'est de la responsabilité prospective. In the name of the warrior, I charge you to be brave. In the name of the father, I charge you to be just. In the name of the mother, I charge you to protect the young and innocent. Arise, a knight of the seven kingdoms. Un autre objectif qu'on va voir en classe, Cyril, c'est le jugement professionnel. Définir le jugement. Es-tu capable de définir le jugement? C'est quoi le jugement, Cyril? C'est une bonne question, ça. Celle-là est tough. Pourtant, là, dans l'exercice de ta profession, on vous dit ça. Le jugement professionnel, c'est au cœur de votre profession. On le répète. C'est quoi le jugement? Si c'est au cœur, c'est quoi juger? Mais déjà, juger, je pense que de base, ce serait de prendre une décision quand on a 2 ou plusieurs possibilités. Évidemment, c'est essayer de prendre la meilleure. Puis dans l'exercice de notre profession, je pense que le jugement, ce serait de prendre la meilleure des décisions qui s'offrent à nous selon nos connaissances, puis je vais parler de conséquences ou obligations que notre profession essaie de mettre en valeur. Là. Ben, c'est tough, hein? Ouais. C'est tough, mais c'est un peu ça. Puis là, t'essayes de te rendre au bout, mais t'es en train d'exercer un jugement là, dans ce que t'es en train de faire. T'es en train de te prononcer. Puis on va voir que le jugement, mais c'est la pensée en acte qui essaye de se commettre. Là. Tantôt, tu disais, il y a un dilemme, puis là, j'essaye de prendre la bonne décision. C'est exactement ça, le jugement. C'est cet acte-là là, qui est en train de s'accomplir. Je regarde quelque chose d'incertain, puis j'essaie de trancher. Puis là, ben, on va aller dans Aristote. Tiens, là, on va le définir de façon plus abstraite encore que ce qu'on vient de le faire. En philo, Aristote, après ça, Kant s'est enligné dans cette voie-là pour essayer de définir c'est quoi le jugement. Il parle du jugement pratique. Qu'est-ce que ça veut dire exercer son jugement? Parce que on n'est pas les premiers à se poser ces questions-là. Tout le monde dit, ben, sers-toi de ton jugement, je veux bien, mais c'est quoi? Puis comment je fais pour améliorer mon jugement? Puis de quoi j'ai besoin pour exercer un bon jugement? Puis c'est quoi une personne qui manque de jugement? C'est quelque chose qu'on utilise à tous les jours, là, mais on prend rarement le temps de le définir. Chez Aristote, pour lui, le jugement, c'est l'acte de prédiquer une chose. Puis prédiquer une chose, là, il faut que tu me suives, là, Cyril. Prédiquer une chose, c'est dire l'être d'une chose. Donc, je regarde une chose, puis là, je dis,
cette chose-là, X, là, on va l'appeler X. Ce X, il est, puis ce qui va suivre le verbe être, là, ça va être mon jugement. OK? Donc, je suis en train de me prononcer sur l'être de cette chose. C'est ça qui se passe là, de façon très abstraite lorsqu'on parle du jugement. Puis ça, juger, on le fait à tous les jours. Donc, on va dire, ce chien, il est... Puis là, j'ajoute quelque chose, j'ajoute un prédicat. Des fois, en français, on nomme exactement ces termes-là comme ça, là, un prédicat. Là. Mais la prédication, là, c'est exactement ça. En philo, c'est dire l'être d'une chose. Je regarde cette chose, je regarde ce chien, puis là, je me prépare à dire comment il est. Puis ce qui suit, ou ce geste-là, c'est ça, prédiquer. Si je dis cette phrase, elle est, ou cette affirmation, elle est, ou cet homme, il est, ce qui suit ça, Donald Trump, ce qu'il vient de dire, c'est... Ce qui suit ça, là, c'est l'acte de prédiquer, puis le jugement, c'est prédiquer. Donc, c'est la pensée, la tienne, Cyril, qui se prépare, qui est en train de se prononcer sur l'être de cette chose. Je t'ai-tu perdu, Cyril? Non, c'était très clair. C'était très clair. Ben, c'est ça, ça devient plus clair. Puis c'est sûr que sorti de son contexte, ça peut paraître très abstrait ce que je dis là, mais c'est juste parce qu'on est en train de réfléchir sur le verbe être. Là. Je pense que c'est ça qu'on l'utilise à tous les jours, mais c'est rare qu'on prenne le temps de l'examiner, là, mais se prononcer sur l'être d'une chose, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me prononcer, ma pensée, elle est là, elle bouge, là, on se regarde pour on essaie de... C'est ça, là, ça bouge, puis je me prépare à me prononcer sur l'être de cette chose. Puis l'être, il peut varier, donc il y a différentes catégories. Si je dis ton chat, il est beau, hein, c'est ça qui suit l'être, c'est un jugement esthétique. Hein, je me prononce sur l'être de cette chose. La chose en question, c'est mon chat. Puis là, je me prononce en matière de beauté. À ce moment-là, ça présume que j'ai une préconception de ce qu'est le beau, mais c'est ça que je suis en train de faire. Là. Je dis ce chat, il est beau, ce chien, il est laid. Mais quand je me prononce, c'est un jugement esthétique, parce que c'est ma pensée qui se prononce sur l'être d'une chose, puis qui tente de la qualifier par rapport à la beauté. Même chose par rapport à la vérité. Donc, si je dis cette étude scientifique, elle est vraie, cette étude sur le 3e lien, là, elle est vraie. Mais je me prononce sur l'être d'une chose. La chose en question, c'est l'étude. Puis là, je dis cette étude, elle est. Puis si je me prononce vrai ou faux, à ce moment-là, c'est un jugement épistémologique parce que je suis en train de me prononcer sur la vérité, la validité d'une phrase, d'une étude, d'un objet. Donc ça, c'est une autre forme de jugement. L'autre forme de jugement, ça a rapport à la justice. Donc si je dis cette décision du gouvernement concernant le nombre d'immigrants, elle est juste ou injuste, peu importe, là, c'est mon jugement. Je suis en train de me prononcer sur l'être d'une chose. La chose en question, c'est quoi? C'est la décision du gouvernement. Puis je me la qualifie de juste ou injuste. À ce moment-là, on parlait d'un jugement politique ou d'un jugement juridique. Puis enfin, le dernier, mon préféré, c'est un jugement moral ou éthique. Lorsque je me prononce sur le bien et le mal. Donc, si je dis cette chose, elle est bien, donc la décision du gouvernement ou ce comportement de ce joueur de hockey après la défaite du Canada, le comportement de ce joueur est bien ou est mal. Puis si je me prononce, là, c'est mon jugement, je me prononce sur l'être de cette chose. Cette chose, c'est le comportement en question. Puis là, je dis, c'est bien et mal. Puis si je me prononce dans cette voie-là, c'est l'exercice du jugement. Puis là, on parle d'un jugement éthique et moral. C'est ça le jugement. Pas compliqué, hein? Non, un peu, mais c'est... Un peu, mais il faut quand même prendre le temps de le définir. Si on dit, écoute, c'est important d'exercer ton jugement, il faut savoir c'est quoi. Si on dit le jugement professionnel, c'est au cœur de la profession, on s'adresse à quoi? On s'adresse à ta capacité de mettre ta pensée en acte. Si on dit, suis le code, t'as juste à appliquer le code, t'as juste à écouter ce que ton patron fait, t'as juste à exercer les ordres qu'on te donne. Ta pensée, elle est plus en acte. Là. Tu te prononces plus sur rien. Là. Tu fais juste exécuter ce qu'on est en train de te demander. Tu te prononces plus du tout par rapport à ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est vrai. Donc, il faut faire les liens avec la richesse, je dirais, là, du
du terme en question. Tu vas remarquer, Cyril, que le jugement, ça s'exerce toujours dans une zone d'incertitude. Dans ton exemple, là, ce que tu donnais un peu plus tôt, j'essaye de prendre une décision, je sais pas trop quoi faire, puis là, je dois me prononcer. Ben, le jugement, ça s'exerce toujours dans ces zones-là, dans les zones d'incertitude. Puis pourquoi? Parce que ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est vrai, on est loin de s'entendre là-dessus. Là. Écoute, dans les médias, là, c'est-tu bien, c'est-tu bon, c'est-tu vrai, c'est-tu juste, c'est-tu injuste, cette décision-là, c'est-tu beau? On peut s'ostiner là-dedans longtemps là, pour savoir si c'est beau, si c'est juste, si c'est vrai. Puis justement, le jugement, il est nécessaire exactement dans ces zones d'incertitude. Puis d'ailleurs, si tu comprends pas exactement c'est quoi le jugement, tu peux te demander c'est quoi le manque de jugement? C'est quoi le contraire du jugement? Qu'est-ce qui manque à ceux que tu vois sur les réseaux sociaux? Puis tu te dis, il manque de jugement. Il manque de quoi? On en voit beaucoup, là. La question, c'est qu'est-ce qui leur manque tous? Il leur manque quoi? Il manque-tu d'informations? Ils en ont plein d'informations. Je pense que le manque est au niveau du raisonnement derrière l'acte ou la décision. Qu'est-ce que tu veux dire? Souvent, c'est les décisions qu'on peut considérer comme inconséquentes, peut-être. Comme souvent, on se dit, j'aurais pas fait ça, moi. Après, c'est pourquoi est-ce que tu n'aurais pas fait ça? Je pense que la raison de pourquoi on dit qu'il manque de jugement est dans pourquoi est-ce que moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Oui, puis il faut pousser la réflexion un peu plus loin. Quand tu dis que l'autre manque de jugement, il faut que tu réfléchisses à toi, pourquoi tu aurais plus de jugement? Qu'est-ce qui lui manque exactement? Puis moi, je te propose que, on l'a dit, la question du jugement, c'est lié à la notion d'incertitude aussi. Moi, ce que je te propose, c'est que la personne qui manque peut-être le plus de jugement, c'est celle qui refuse aussi d'accepter cette zone d'incertitude-là. Tu sais, quand on se prononce sur des sujets hyper complexes comme, on l'a vu pendant la pandémie, les vaccins, là. C'est compliqué, les vaccins. La santé publique, là. C'est compliqué de gérer une crise sanitaire mondiale, c'est complexe. Construire un pont, construire un avion, construire un médicament, un vaccin, un robot, c'est compliqué. Quel autre? L'arpentage, les règles en matière de santé et sécurité publique, c'est compliqué tout ça, là. Puis, parce que c'est compliqué, même pour les experts, c'est compliqué. Puis, on en a toujours un autour de nous, sur Internet, qui va nous dire c'est simple. J'ai compris. C'est simple. C'est simple, une crise publique, c'est simple, un vaccin, ça fonctionne comme ça. C'est pas simple. Puis le manque de jugement, si on reprend Aristote, là, ce serait la pensée qui n'est plus en acte. Je l'ai dit un peu plus tôt, c'est la pensée qui se dit c'est simple, moi je vais suivre mon code. C'est simple, moi je fais juste ce que mon patron me demande de faire. Puis c'est simple, il y a une explication simple, puis je la suis. Puis exercer sa profession, c'est simple. On a juste à faire ci et ça. Puis tranquillement, on réduit à des que ceci, que cela. Puis tranquillement, le jugement, il prend le bord. Hein? C'est ça, la force du jugement, c'est de reconnaître ces grandes zones d'incertitude, puis se mettre aussi en position d'humilité, là, en disant, c'est compliqué tout ça. Là. On va essayer de se prononcer, mais ce sera pas simple. Je vais le faire, je vais tenir compte de tout ce que je peux, avec le temps dont je dispose, avec les ressources dont je dispose, puis je vais me prononcer quand même. Mais venez pas me dire que c'est simple. Là. Donc c'est ça. Ce manque de jugement, je dirais qu'il y en a de tous les côtés des débats très polarisants. Quand tu vois à l'autre bout des spectres, là, dans un débat très polarisé, là, de chaque côté d'un débat, il y en a plein qui ont arrêté la pensée, ça fait longtemps qu'elle n'est plus en acte. Là. C'est simple. Puis là, on juge, on fait semblant de juger, mais ce qu'on fait, c'est qu'on se réfugie derrière des explications simples, de part et d'autre, je dirais, de n'importe quel débat. Là. C'est ça, je dirais, le jugement, puis le manque de jugement, je te dirais que c'est ça, c'est le refus d'accepter cette zone d'incertitude, puis refuser cette grande complexité, puis ça prend justement du jugement pour se prononcer dans ces zones incertaines et complexes. Donc, lorsqu'on va te dire, là, sers-toi de ton jugement, Cyril, faut que tu vois tout ça, là. C'est ma pensée en acte. Ça va être difficile. Je me promène dans des zones d'incertitude. Quand on te donne des devoirs et obligations, on ne dit pas « suis à la lettre » ces devoirs et obligations-là.
Si tu suis à la lettre, ça devient simple. C'est de voir que des fois, il faut suivre, des fois, il ne faut pas suivre, des fois, il faut être capable de voir qu'il y a un contexte précis où l'application à la lettre d'une norme, d'une règle, ça mérite pas ça. Ça mérite peut-être un cas d'exception ou au contraire, non, là, c'est le cas exact qui doit s'appliquer, mais entre-temps, il y a une pensée en acte, la tienne, qui se prononce. Et non pas qui a arrêté de réfléchir puis qui se plie à tout. À ses devoirs, aux règles, aux pressions diverses, pression d'autorité, pression des pairs. Donc, dans l'exercice de ta profession, Cyril, on va te demander, encore une fois, d'exercer un jugement professionnel, libre. Là, je pèse sur tous les mots là, pour voir que tu constates que c'est pas juste de le dire, là, c'est compliqué. Un jugement professionnel, libre, va toujours bien falloir aménager des espaces de liberté, là. Autonome, où tu es capable autonome, c'est ça, de créer ses propres règles. Autonomos, là, tu vas être capable de créer toi-même ta propre règle d'action, puis exercer un jugement de façon responsable. Donc, tu vois tous les termes là, qui s'alignent, là. Responsabilité, jugement, liberté, autonomie. C'est riche, puis de temps en temps, dans un parcours en sciences et génie, il faut prendre un petit 20 minutes pour essayer de réfléchir à ces termes. Je suis pas sûr que votre employeur va vous donner une formation ou du temps pour réfléchir à tout ça, là. You listen to me. You have a gift. You have power. And with great power, there must also come great responsibility. OK, c'est tout, Cyril, cette semaine. Ce sera les termes cette semaine qu'on va explorer. Responsabilité, jugement. Évidemment, ça dure 3 heures. Fait que on va prendre le temps d'expliciter tout ça, là, mais je voulais prendre le temps, surtout à l'audio, il y a des termes comme jugement, là, prendre le temps de l'expliciter. Je suis pas sûr que je peux prendre toutes ces pauses-là en classe. C'est lourd comme terme, beaucoup d'implications. Oui, puis il faut prendre au moins le temps une fois dans ta formation pour explorer ce genre de termes-là. Si c'est central à ce point-là, à l'exercice de la profession, il faudra au moins prendre le temps d'y réfléchir, ne serait-ce qu'une trentaine de minutes avec un podcast de cours. T'as-tu aimé ton expérience? Oui, c'était vraiment le fun. Ben, merci à vous pour l'opportunité, c'était vraiment le fun. Merci d'avoir passé. C'est toujours intimidant aussi devant un micro, mais c'était le fun. T'es-tu prêt pour ta deuxième moitié de la session? Je pense que oui. Ça ressemble à quoi? T'as combien de cours, tu me disais? Moi, j'ai juste 4 cours. Là. Je suis en fin de programme, fait que j'ai... Juste 4 cours. Ils disent ça. J'ai juste 4 cours. C'est beaucoup, 4 cours déjà. C'est très beaucoup, 5. Mais 4 cours, c'est beaucoup. Donc, une deuxième moitié de session, deuxième moitié de votre cours. Ça a-tu bien été dans ton examen d'initiation? Il était surprenant, mais... Surprenant dans quel sens? Il était... c'est peut-être moi qui ai élaboré trop longtemps aussi dans mes réponses, là, mais il était long. Il était long. Ben, je le sais, puis les étudiants me le disent aussi, puis ça va être la même chose pour l'examen final. J'essaie d'avoir au moins 1 ou 2 questions par module. Donc, 6 modules, 2 questions, on est rendu à 12 questions. Puis à la fin, il va y avoir 12 modules, il va y avoir au moins 1 question par module. Puis tout ça, c'est sûr que l'examen est plus long, mais je me dis, je pourrais poser juste 1 ou 2 questions, mais si l'étudiant n'a pas étudié le module en question, il est fait, là. Donc, je préfère donner un petit peu plus de questions, puis ça répartit, je dirais, le risque. C'est l'idée. Oui, j'en ai vu plusieurs ça a pris au moins 1h30, là. Il y en a quelques-uns qui sont partis après 1 heure, là. Il y a toujours des vides demain, on ne sait jamais comment ils font. Mais ça ne veut pas dire que leur examen est bon non plus, là. Il y a peut-être des questions qui sont restées blanches. Des fois, il y a ça, là, où je pose une question à développement, puis là, il y a un mot. Bon, OK, t'as étudié un mot, merci de l'avoir mis, mais moi, je veux voir, pas juste si t'as étudié, je veux voir si tu comprends, là. Puis, c'est ça, je veux pas non plus que vous remplissiez pour remplir, là, mais en même temps, si je pose une question, je veux voir si t'es capable de déplier un petit peu ta réponse, puis me montrer que tu comprends. Beau programme que je vous réserve dans la deuxième partie. On va voir, Cyril, on va voir... philo des sciences, on va en faire, on en fait un petit peu aujourd'hui. On va en faire encore au module 11 quand on va réfléchir aux liens entre sciences et société. Sociologie des sciences, il va y en avoir aussi au module 11. Essayer
d'observer votre profession avec un petit pas de recul. Psychosociologie. On va aller dans l'influence de la pression des pairs, pression d'autorité. C'est laquelle la plus forte sur toi? Pression des pairs, pression d'autorité. Tu te soumets à laquelle en premier? Je dirais que je me soumettrais à l'autorité en premier. L'autorité, hein? Ben, c'est important d'en parler dans un cours d'éthique parce que je dirais que peu importe ce que je vous dis, peu importe ce que vous avez envie de faire, si une figure d'autorité vous demande de poser un geste qui s'inscrit en contradiction avec vos propres valeurs, il y a 2 étudiants sur 3 qui vont faire exactement ce que le patron leur demande de faire. Y compris des gestes, là, je te le dis, là, qui contredisent leurs propres valeurs, leurs propres idéaux. Puis ça, ben, il y a des études empiriques. On va voir les expériences de Milgram ensemble. Là, c'est assez impressionnant de voir que figure d'autorité, là, soyez prudent. Si vous avez l'impression que vous pouvez dire non à un patron, ben bonne chance. Pour plusieurs d'entre vous, là, vous êtes mieux de vous sauver d'un mauvais patron que d'essayer de résister à ce genre de pression-là. Ben, c'est tout. Merci encore, Cyril. Chers étudiants, chères étudiantes, ben, on se revoit ici la semaine prochaine pour votre prochain épisode de votre balado préféré, votre podcast d'accompagnement de cours. Allez, bye bye. That's it. That's it.